Bonjour à tous et bienvenue dans ce Work in Progress dédié à Ascenders, la dernière production de Backlight Studio. Et on va accueillir tout de suite Élodie Mézeray et Jonathan Astruc. Bienvenue à vous deux. Merci. Bonjour. Et avant d'entamer cette heure de discussion tous les trois, avec le public dans la salle et en ligne, je vous propose peut-être de nous raconter un peu vos deux parcours personnels en quelques mots, très brièvement. Jonathan, peut-être. Ouais, je commence. Alors bonjour à tout le monde. Je m'appelle Jonathan Astruc, je suis réalisateur au sein de Backlight Studio. Donc pour parler un peu de moi, j'ai noté quand même ma vie, alors que je devrais mieux la connaître. Donc à la base, je sors d'un cursus d'animation 3D. En 2008, avec mes maintenant associés, on a créé Backlight, la société qui a commencé donc à faire de la pub, de l'anime 3D. On est même passé par, je crois en 2011, de la réalité augmentée, en tout cas les tout débuts. Donc c'était pas encore sur le smartphone, tout ça, c'était encore de la webcam. Donc on a commencé déjà à toucher à des technologies qui s'apparentent à celles du jeu vidéo. Même si on n'avait pas encore toutes les capacités, en tout cas à l'époque. Et en 2014, la réalité virtuelle est arrivée, ça a été un gros coup de foudre pour nous. Dès que le premier prototype est arrivé, on a créé une sorte de ride dans un côté un peu cartoon, et tout de suite à ça, on s'est dit « Ah tiens, ce serait cool de rajouter un siège dynamique en plus dessus pour aider forcément tout ce qui est motion sickness, la cinétose ». Comment aider un peu le corps à se sentir vraiment immergé en réalité virtuelle. Et depuis, voilà, on a pratiquement laissé tomber le côté animation 3D pour se focaliser que sur la réalité virtuelle. Donc rapidement, moi au sein du studio, j'étais donc en plus des rendus 3D, je faisais aussi du FX, du compositing, du montage. Mais maintenant, ça y est, je veux dire, je suis réalisateur VR. Voilà. Élodie. Bonjour, donc Élodie, et je suis responsable communication de Backlight. Et moi, mon parcours, donc c'est un peu à l'inverse. Je viens plutôt du milieu du jeu vidéo, plutôt côté de deux secteurs très différents, à savoir la programmation et la communication, mais vraiment côté jeu vidéo. Et au fil du temps, donc j'ai rejoint Backlight, et donc un peu plus le côté réalité virtuelle qui chez nous en tout cas propose beaucoup plus de narration et d'animation. Voilà. Merci beaucoup. On va rentrer dans le vif du sujet, Ascenders, et puis votre travail à Backlight aussi. Je suis très souriant. On était heureux. Tu voulais peut-être présenter encore un peu le studio avant ? Oui, donc pour vous présenter un petit peu Backlight. Donc Backlight, c'est un studio qui a maintenant 12 ans. Donc comme l'a dit Jonathan tout à l'heure, au début spécialisé plutôt dans de l'animation, et depuis 7 ans, beaucoup plus sur donc, la réalité virtuelle. Et en fait, à la fois à destination des marques, ce qu'on appelle le brand content, donc du contenu promotionnel ou du contenu de formation, du contenu interne, et à côté de ça, tout ce qui est contenu destiné à tout ce qui est salle de divertissement, donc du divertissement non pas pour du particulier à la maison, mais plutôt ce qu'on appelle donc le LBVR, donc Location Based Virtual Reality. Et donc dans ce cadre-là, on se base vraiment sur tout ce qui est nos points forts, c'est la direction artistique, la narration et tout ce qui va s'ajouter sur notamment l'haptique, ce qu'on appelle l'hyper-réalité. L'hyper-réalité, c'est simplement en fait de rajouter du physique, donc du concret dans la réalité virtuelle.
Concrètement, c'est simplement pour renforcer l'immersion en réalité virtuelle, venir rajouter des vibrations sur le sol, de la ventilation, des sensations de chaleur, de froid, de l'odorama, ce genre de choses. Dans ce cadre-là, cette année, on a lancé un catalogue qui s'appelle le catalogue aux expériences et qui en fait réunit l'intégralité de toutes les expériences de divertissement en hyper-réalité du studio. On a notamment une salle ouverte à Las Vegas en ce moment. Qui a ouvert cette année d'ailleurs. Qui est ouvert cette année. Donc on va vous laisser regarder cette vidéo. Voilà. Donc quand on vous parlait d'hyper-réalité, quand on vous parlait d'hyper-réalité, c'est pas la seule marque de fabrique du studio. Nous, notre leitmotiv, notre objectif, c'est surtout de proposer de la réalité virtuelle au plus grand nombre et de la vulgariser tout en montrant une certaine qualité de rendu. Souvent, quand on parle de réalité virtuelle, on a souvent des jeux de tir, des jeux de zombies, ou cette expérience qu'on vit de façon un peu isolée tout seul. Et donc, dans ce cadre-là, on fait des expériences de divertissement qui ajoutent narration, qui ajoutent interaction. Et par exemple, la dernière production qu'on a sortie, c'est une production qui en fait est un spectacle vivant et immersif en réalité virtuelle, pour lequel on a travaillé avec la chorégraphe Blancali et qui consiste vraiment à festoyer, à vraiment faire la fête dans un cadre immersif avec 3 danseurs réels et donc 9 autres personnes qui sont équipées de la tête aux pieds de capteurs et qui peuvent donc vivre leur expérience, se déplacer librement et ne pas être limitées dans leurs mouvements. Donc là, on voit quelques images du bal de Paris qui a été diffusé en avant-première à Madrid et dont l'avant-première devrait arriver dont la première devrait arriver en cette fin d'année. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes nos expériences, donc l'hyper-réalité, le côté multijoueur, donc multiparticipant plutôt, et le côté liberté, et notamment avec Eclipse, qui est le premier format long qu'on a fait, qui date de 2017, et qui a beaucoup influencé Ascenders. Donc Ascenders, comme on dit, c'est un peu la petite sœur de Eclipse, c'est-à-dire qu'on fait une expérience en utilisant exactement les mêmes contraintes que sur Eclipse. Donc pour dire très rapidement, Eclipse, c'est 2 pièces séparées avec une équipe par pièce et elles ont une certaine taille, tout ça, etc.
et un certain temps aussi, car c'est du divertissement, donc forcément, c'est des sessions d'1 heure. Donc il fallait reproduire exactement toutes ces contraintes et qu'aussi tout ce qu'on a créé avec Eclipse, c'est-à-dire donc de l'interactivité, du multijoueur, du déplacement. Alors aussi, ça c'est un truc dont on est assez fier à Backlight, donc dont on reparlera beaucoup dans cette conférence. C'est donc, en fait, on se refuse la téléportation. Tous les gens sont ensemble dans un même environnement cohérent. On ne peut pas juste téléporter comme ça de partout. On doit marcher pour y aller. Et donc tout le but justement, c'est de réussir à créer des expériences dans des environnements très fermés. Donc là, pour le coup, donc Ascenders. Donc là où Eclipse c'était une sorte de, on va dire, d'histoire, un peu d'escape game de science-fiction. Cette fois, Ascenders, ça va être quelque chose de complètement différent. Donc le pitch rapidement, c'est vous vous réveillez avec vos compagnons, vous vous rendez compte que vous êtes des esclaves, vous êtes des naufragés, vous êtes sur une île déserte et vous vous rendez compte qu'il y a une vague absolument gigantesque, plusieurs kilomètres de haut, qui menace de s'abattre sur vous. Donc le but, ce sera évidemment de gravir, enfin, évidemment, vous le verrez, de gravir la montagne, en tout cas pour essayer de sauver votre salut. Donc c'est un peu une sorte de... Voilà, comment essayer de réinventer les règles de l'escape game pour les rendre plus cinématographiques, pas avoir un timer, tout ça, etc. Donc ça j'y reviendrai plus en détail plus tard. Et du coup, on va lancer... Ouais, on peut lancer. Cette vidéo, vous allez voir, c'est totalement work in progress. Vous allez surtout voir du concept. Mais voilà. Rapidement quand même concernant Ascenders, donc Eclipse c'était quand même quelque chose qui était d'assez claustro. On allait vraiment chercher des ambiances dans des couloirs de vaisseaux, bon, le côté assez classique. Pour Ascenders, justement, le challenge, c'était de faire tout le contraire. C'est vraiment, même si on est dans un environnement très fermé, en réel, le truc c'est de trouver des moyens pour vraiment exploser le décor et qu'on puisse voir de l'horizon, du ciel, de la nature, voyager. Voilà. On sait que vous avez une grammaire particulière chez Backlight aussi. Tu veux parler de ce truc en américain un peu? J'ai trouvé le nom. Donc, je voulais le garder un peu pour après, mais non, si. Donc en fait, pour créer donc justement ce voyage, on va utiliser donc ce que j'ai appelé le plane shifting. Donc, désolé pour l'anglicisme, mais bon, faire permutation de plans ou shift de plans. Donc en fait c'est ce qu'on disait sur Eclipse par exemple, on vous met dans la salle en réel et en virtuel par exemple on va vous faire prendre un ascenseur et donc en réalité virtuelle on va voir défiler les étages et en plus toujours dans ce souci d'hyper-réalité on vient rajouter des vibrations au sol pour vous donner l'illusion que vous êtes en train de descendre ou de monter. Donc là avec Ascender c'était pousser le concept encore plus loin.
Donc cette fois, on va commencer au bas d'une île, vraiment au niveau de la plage, et on va réussir à grimper tout en haut de l'île sans jamais se téléporter. Donc tout en utilisant donc ce fameux effet de plane shifting, donc qui permet de se déplacer et de toujours arpenter son chemin et jamais se téléporter. Et donc pour concrétiser un petit peu ce dont on vous parle depuis le début, à savoir les salles de divertissement, voici à quoi ça ressemble. Simplement, donc c'est une installation qu'on a appelée le free roaming, qui consiste à simplement profiter au maximum d'une empreinte au sol pour en fait, dans un tout petit espace, pouvoir se déplacer librement. Et concrètement, quand on entre dans cette pièce, on est sous le casque, donc on ne se rend pas compte que la pièce est petite, et donc on fait toute l'expérience. Et à la fin, on enlève le casque et on se rend compte qu'on est dans une toute petite pièce, tout simplement parce que justement, on a tiré profit de plein de mécanismes en réalité virtuelle pour pouvoir se déplacer et évoluer. Donc c'est sur ce setup-là, donc cette installation-là que Cassanders sortira, et donc qui est aussi l'installation sur laquelle fonctionne Eclipse. Et donc on a deux équipes qui sont donc divisées, donc une dans une salle et l'autre dans la deuxième salle. Il y a de 2 à 4 joueurs, soit 1 à 2 joueurs par équipe, 35 minutes de jeu, des vibrations au sol et un setup complet Vive avec des trackers pieds, manettes, donc les mains, et dos pour avoir un tracking complet du corps. Ce qu'on appelle donc, désolé encore de l'anglicisme, mais du coup un full body avatar, simplement un avatar complet et qui permet tout simplement de réagir en temps réel au mouvement. Donc si vous baissez, il se baisse, il fait exactement les mouvements que vous faites en réalité. Donc, c'est pas. Ah non, si, je crois qu'on éteignait les lumières. Donc pour ce qui est en tout cas de la narration, donc autant Eclipse c'était quand même une expérience qui était un peu dans l'escape game, qui comment dire, prenait aussi des éléments, on va dire, plus cinématographiques. Donc on essayait de mélanger, on était un peu il y a le cul entre deux chaises, mais à cheval entre deux, à mi-chemin, merci. Donc d'avoir ces contraintes d'escape game qui sont souvent très basées sur des puzzles, et cette envie aussi, grâce à la réalité virtuelle, vraiment d'immerger le joueur, surtout dans des décors science-fiction, devant un soleil énorme. Là, pour Ascenders, pour le coup, j'ai vraiment voulu essayer de sortir le côté escape game pour... Maintenant, ça ne s'appellera même pas une escape game, j'appellerai ça vraiment ça une aventure immersive. Donc voilà, ça veut dire plein de choses, mais en tout cas, pour moi, c'était vraiment sortir de ces carcans comment dire, de jeu, pour vraiment essayer de pousser la narration, pousser le storytelling, sachant que là, ce que je voulais faire, c'était vraiment faire vivre une aventure émotionnelle, regarder les paysages à perte de vue, avoir cette mélancolie un peu avec cette île qui va bientôt se faire ensevelir. Donc voilà, un maximum de panorama, et aussi mettre en avant donc l'environmental storytelling, voilà, encore un anglicisme. Mais voilà, quand vous êtes, étant donné que c'est une expérience multijoueur, quand vous êtes à plusieurs, c'est très dur de commencer à donner de l'information par des discours. Enfin, personne, quand il a un avatar et est en train de regarder son ami, son collègue, etc., il n'a pas envie qu'on commence à lui donner des grands discours sur l'histoire et tout, etc. Donc ce qui est intéressant avec ce type d'aventure, c'est comment la narration se crée aussi par les joueurs eux-mêmes, quand ils sont confrontés aux éléments, comment ils se sont dit, tiens, regarde ça là-bas et tout, c'est extraordinaire. Et c'est toujours intéressant en tout cas de voir ce genre d'alchimie en tout cas naître. Pour les graphismes, quand même une petite note quand même sur la direction artistique. Donc vous avez vu les concept art au début.
Bon, donc là, c'est work in progress, hein, donc vous ne les verrez pas encore à ce moment, mais en tout cas, le but, c'est d'avoir en tout cas cette image, ce graphisme, bon, pas celui-là, mais plus ce qu'on avait vu précédemment, en tout cas, avoir ce côté très concept art, voilà, exactement en termes de direction artistique, pour forcément ne pas faire du photoréalisme, mais vraiment immerger les joueurs dans un monde quand même artistiquement qui a du chien, je trouve. Mais voilà, je pense qu'il y a une vraie volonté aussi de faire que cette île soit vraiment unique et faire vivre donc aux joueurs une expérience inoubliable. Voilà. Et justement, on va parler un peu plus des intentions, peut-être, et de l'univers en lui-même. Là, c'était alors l'origine aussi. Donc comment j'ai eu l'idée d'Ascenders. Donc il fallait forcément, donc comme je vous l'avais dit, avec toutes les contraintes d'Eclipse, trouver une nouvelle histoire, en tout cas à raconter là-dedans. Donc j'ai lu un livre, c'était de Jules Verne, qui s'appelle Le Dernier Adam, qui parle du cycle des générations et comment à chaque fois il y a une vague qui vient en tout cas ensevelir cette génération pour en recréer une nouvelle à chaque fois. Et en même temps, j'avais vu une vidéo sur les algorithmes de génération et de réseaux de neurones, où il y a une voiture qui apprend toute seule à conduire. Et à un moment, donc on lance à peu près, je sais pas, 1000 voitures en même temps. On prend les 4 premières qui sont arrivées, on recrée une génération avec la suivante. Donc c'était, et là je m'étais dit, et si on était ces quatre voitures sélectionnées, qu'est-ce qui se passerait si on pouvait créer un monde là-dedans où elles seraient effectivement les dernières à pouvoir se sauver avant qu'il y ait une sorte de grand reset qui vienne par-dessus pour recréer une génération suivante. Voilà, je vais le chercher assez loin celui-là. Mais et sinon, j'avais été bluffé par une expérience faite par Gilles Jobin, donc qui est chorégraphe aussi, qui a fait une expérience qui s'appelle VRI, où il avait motion capturé des danseurs, un peu même avant Blancali, et en fait, il avait ces danseurs mesurés des centaines de mètres de haut. Et nous, on était tout petits face à eux, et puis ils nous regardaient, ils repartaient, et je me suis dit, il n'y a que grâce à la VR qu'on peut réussir à transmettre ce petit frisson dans la colonne au moment où un géant vous regarde vraiment dans les yeux, et ensuite ça va. Donc ça a été en tout cas la base en tout cas pour la création d'Ascenders. Voilà, beaucoup d'échelles, beaucoup de jeux d'échelle en tout cas avec l'utilisateur. Donc oui, donc très rapidement, donc le but du jeu sera d'atteindre, c'est un truc assez classique, c'est d'atteindre le haut de la montagne, donc avant que la vague ne vous passe dessus. Comme le titre le laisse entendre, il y aura de la grimpette, mais c'est aussi l'occasion de raconter un parcours. Par exemple, au début, on va gravir un ascenseur plutôt, une sorte de nacelle avec des cordes juste à la force de nos mains. Vraiment, il y avait tout un travail sur comment gérer l'interaction et comment est-ce qu'on peut imprimer ce parcours justement dans les gestes que vont faire les joueurs. Et d'un point de vue de game design, la montagne, c'est une aubaine, forcément. C'est quelque chose qui est très connu. Gravir une montagne, et c'est quelque chose, en termes d'objectifs, on est assez clair en tout cas avec le joueur. Pour ce qui est aussi du voyage, c'est un voyage, donc, comme je le disais, narratif. C'est aussi une aventure collaborative, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver du storytelling aussi dans le fonctionnement entre les joueurs. Donc n'oubliez pas, il y a 2 équipes distinctes dans chaque pièce, et donc chaque équipe aura un segment à elle séparé de l'autre avant de se rencontrer. Donc ça permet à chacun déjà de découvrir son environnement, son histoire, et ensuite avoir la surprise en plus d'être réunis plus tard
avec la deuxième équipe. Donc on assiste souvent à des scènes de liesse où les gens sont vraiment heureux de se retrouver. Ça, c'est un truc qui marchait déjà très bien avec Eclipse, qu'on reprend ici dans Ascenders. Et en parlant de collaboration, on va aussi parler des équipes derrière le projet, notamment. Voilà, c'est ça. Alors, du coup, effectivement, c'est en termes de scénario lui-même, il y a une épopée qui est vraiment mystérieuse et collaborative. Mais cette épopée, autant elle est très claire sur le scénario lui-même, sur le synopsis lui-même, autant on la vit aussi côté coulisses. Les métiers qui sont impliqués par justement ce nouveau format sont vraiment très différents des métiers qu'on associe normalement, par exemple, à la réalisation, etc., dans des formats plus traditionnels. Et notamment parce que, par exemple, en réalisation, souvent, au cinéma, un réalisateur, il choisit ses plans et donc il choisit là où va regarder le spectateur. Là où c'est différent chez nous, c'est que donc Jonathan, quand il travaille à la réalisation, il doit travailler sur un ensemble et faire en sorte que ça fonctionne, quel que soit l'endroit ou le moment où le spectateur, donc la personne sous le casque, se retourne, regarde autour d'elle, qu'elle comprenne l'histoire. Et cette situation est d'autant plus compliquée qu'en plus on est sur du modèle coopératif, donc c'est non pas une seule personne qu'il faut gérer, mais 4 personnes, donc potentiellement 4 regards à un autre endroit. C'est vrai que ça aussi c'est toujours un challenge avec lequel il faut travailler. Voilà, moi j'adore animer des caméras, ça c'est mon truc. En réalité virtuelle, voilà, il n'y a plus. C'est l'utilisateur qui devient sa propre caméra. Donc c'est beaucoup de travail quand même pour essayer de placer des centres d'intérêt. Espérer que voilà, si on a bien fait son travail, qu'en tout cas un maximum de gens regardent là, on veut qu'ils regardent pendant un temps donné. Il n'y a rien de plus frustrant d'avoir concocté toute une scène et voir que tout le monde regarde le mur à côté. Donc voilà, mais ça c'est en tout cas toujours un challenge intéressant à relever en réalité virtuelle. Et donc c'est un challenge que Jonathan rencontre, mais que donc toutes nos équipes rencontrent. De la même façon, une lumière qui est maîtrisée sur un plan doit l'être d'autant plus sur différents angles, mais aussi en termes de game design et d'animation elle-même. Ça veut dire qu'on va orienter le regard, on va faire en sorte qu'il y ait des centres d'intérêt qui font que la réalisation se fait plus facilement. Et côté graphisme même, on repense le graphisme parce que, par exemple, là, vous voyez un graphiste qui vient non pas comme dans un format traditionnel dessiner et ensuite introduire dans la scène son design. Là, il est directement en réalité virtuelle dans la scène et il va pouvoir dessiner, rajouter des couleurs, rajouter des couches et voir directement l'effet sur la profondeur. Donc ça fait partie de c'est tous ces métiers que finalement on réadapte par rapport à notre format, qui sont liés à l'animation à chaque fois, mais qui sont adaptés. Et donc c'est d'autant plus vrai également pour les questions de développement. Donc tout ce qui est manipulation, force, ça veut dire que la physique, elle doit être bien gérée, qu'elle doit paraître concrète, que quand on se déplace ou quand on voit quelque chose tomber, il faut qu'on ait cette impression de poids ou cette impression au contraire de légèreté, de vitesse, ce genre de choses. Et aussi sur le sound design, donc tout ce qui est ambiance sonore. Nous, on a l'habitude donc de travailler avec un studio qui s'appelle le Studio Tape, où particulièrement pour ce projet, là, le défi était de vraiment avoir un équilibre entre justement cette concrétisation
de la peur parce que la vague nous menace. Donc vraiment ce réalisme qui doit se faire ressentir, donc avec des ambiances sonores un peu fortes, un peu angoissantes, etc. Et en même temps, tout ce que voulait faire retranscrire Jonathan, à savoir un peu la métaphore, la poésie, le voyage, tout le voyage un peu philosophique, qui du coup apporte beaucoup plus de douceur et un peu plus de recul. Donc c'est tous ces métiers-là qu'effectivement on réadapte et on fait en sorte font en sorte en tout cas d'augmenter l'immersion et nous permettent d'avoir un rendu vraiment immersif. Donc pour ce qui est on a pas mal parlé du narratif, mais forcément donc là même si on est sorti du côté escape, forcément il y a forcément avec la réalité virtuelle en temps réel des challenges de game design à relever. Pour Ascenders, donc j'ai fait comme on fait un peu en jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on établit un peu des piliers, c'est des domaines dans lesquels on veut avoir les curseurs à peu près au maximum et avoir une sorte de triangle vertueux, un cercle vertueux entre les trois, pardon. Donc, qui seront donc la narration, la contemplation et la manipulation. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la manipulation, c'est elle qui va nous permettre donc d'avancer à travers la montagne jusqu'au sommet, passer de titan en titan. Tout ça, c'est un équilibre à trouver forcément entre la contemplation, le fait de regarder un paysage, mais il y a aussi une vague qui arrive derrière, donc c'est aussi un truc d'action. Il faut un peu aller de l'avant, sinon c'est game over. C'était sur le... Oui, et donc là, juste après, les pouvoirs. Ouais. Donc là, vous montrez, donc chaque équipe va avoir donc un pouvoir qui lui est propre. Tout d'abord, là, ça commence par un proto fait par un de nos développeurs. On était parti d'abord sur des pouvoirs de télékinésie. Donc là, c'était un peu une salle de jeu pour voir un peu qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pouvait obtenir, quels étaient les gameplays qu'on pouvait obtenir avec ça. Le souci, c'est qu'on s'est rapidement dit qu'en LBVR, en 1 heure, c'est un peu dur pour certains, peut-être d'appréhender des mécaniques comme ça qui viennent sur le jeu vidéo. Donc on est plutôt allé sur un système de construction et de déconstruction. Donc ici, là, vous voyez les premiers tests pour reconstruire avec de la physique les éléments. Donc croyez-moi, ça a été... Et quand on est arrivé avec ça, les développeurs ont vu rouge et en même temps, et voilà leur travail. En tout cas, c'est pas des animations préfaites. À chaque fois, c'est des animations physiques, procédurales. Donc là, vous voyez les premiers tests faits directement dans le moteur. Et là, normalement, on va avoir une vision en réalité virtuelle, si je me trompe pas. Ah oui, non, là, ça c'est le test du body awareness, donc avec les doubles mains. Pourquoi pas, hein, mais donc là c'était le test avec les trackers au pied, voir ce que ça peut donner. Et là non, voilà, le premier test. Ouais. Réveiller tout le monde. Et là, le fruit de tout ça en réalité virtuelle. Et là maintenant appliqué dans le décor. Et la reconstruction. Donc effectivement, il y a beaucoup de tests, beaucoup de travail, que ce soit vraiment sur la production, la réalisation, le développement, ça, mais il y a aussi beaucoup de travail pour se faire comprendre. On est sur un format du coup totalement novateur. La VR, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose, donc la réalité virtuelle n'est pas encore démocratisée. Les gens savent... Non, très peu de gens ont encore testé ce genre de format où ils peuvent vraiment se déplacer librement. Et de la même façon qu'on décrivait donc Eclipse par défaut comme un escape game, c'était pour qu'on le comprenne.
Là, justement, on se pose aussi des questions côté marketing et pour côté aussi comment on fait en sorte que notre projet ne reste pas un fantasme et soit joué et justement par des participants qui ont envie et qui comprennent le projet. C'est justement trouver le bon équilibre entre est-ce qu'on ajoute de la manipulation? Est-ce qu'on fait juste de la contemplation et donc on s'apparente à plutôt un film interactif? Est-ce qu'on l'axe un peu plus sur de la manipulation pour que ça devienne donc plus une aventure dont on est le héros? Voilà, donc c'est des choses qu'on connaît très bien parce que nous, avec notre expérience, il y a des choses qu'on fait relativement souvent. Quand je vous parlais de marque de fabrique, donc encore une fois, l'avatar complet, le fait d'être très grand public, de pouvoir jouer en famille ou entre amis, qu'il n'y ait pas de violence, ce genre de choses, mais en même temps quelque chose d'assez inconnu parce qu'on est presque en train d'inventer un nouveau domaine et donc une nouvelle nomenclature et donc un nouveau terrain de jeu finalement. Alors, donc là, là, on va passer à donc un peu un des gros cœurs du projet. Donc, c'est le travail sur les échelles. Forcément, comme j'avais dit, cette expérience, donc How High, là, est vraiment marquée là-dessus. Et je voulais vraiment pouvoir se dire, tiens, on va pouvoir peut-être se faire transporter dans la main de géants. Dans une montagne avec un sommet mais tout au bout. Donc tout ça a été beaucoup de travail. Par exemple, les titans, au début, il y en a un qui a mesuré 1 kilomètre. Donc forcément, ça c'était moi. Et après, on m'a dit, on va peut-être falloir se calmer sur les distances. Il a fallu trouver effectivement le bon jeu entre la taille de l'île, la taille des esclaves, notre taille. Et oui, on avait même un petit sélecteur pour faire grandir la taille des titans ou pas, et en réalité virtuelle, pour tout de suite voir quelle taille à peu près nous conviendrait. Donc voilà, comme je disais, on a mis 1 an avant de trouver la bonne taille, en tout cas avec beaucoup de tests. Donc ils sont plus petits que ce que je voulais, mais voilà, forcément il y a toutes les contraintes de game design et de développement et au graphisme et tout, etc. Donc tout ça, c'est des ajustements qu'il a fallu faire ensuite sur pas mal de mois. De plus, ah oui aussi, puis toujours sur ce travail d'échelle, on a en plus donc le full body awareness, ce que Elodie vous racontait tout à l'heure, qui vous donne vraiment la présence de votre corps, la présence de vos pieds et dès que vous avez vos pieds au bord d'une falaise, tout de suite les impressions de vertige sont décuplées. Donc ça c'est un full body awareness, c'est aussi un moyen de raconter ces différences d'échelle. Voilà. Alors du coup, ces échelles-là, elles servent d'une certaine façon à l'immersion, comme le disait Jonathan, pour des rendus spectaculaires, etc. Mais elles servent aussi la narration, justement, dans cette procession, dans ce voyage un peu métaphorique où justement on évolue. C'est donc une affaire d'ambition. Et cette ambition, elle ne s'arrête pas donc justement à l'expérience elle-même. Ascender, c'est une expérience qu'on a lancée il y a un peu plus de 2 ans, qui a été certes retardée par les conditions, qui a pris du retard à cause des conditions sanitaires, et pour laquelle en fait on avait obtenu l'aide du CNC. Dans ce même contexte, quand on vous parle justement d'ambition, etc., l'ambition dont on vous parlait tout à l'heure, de laisser les joueurs ou les participants vraiment libres de leur mouvement, simplement pour avoir cette sensation vraiment réelle, de se rapprocher le plus près possible de sensations qu'on a dans la vie de tous les jours. Ça, c'est une quête de liberté qui donc se retrouve à la fois dans le synopsis pensé par Jonathan et à la fois pensé donc dans nos installations.
Donc voilà, le fameux plane shifting dont on vous rebat les oreilles depuis le début. C'est vraiment notre marque de fabrique, je pense, c'est notre patte, c'est ce qu'on fait. C'est comme ça qu'on aborde nos expériences, et d'abord on regarde où est-ce qu'elles vont être et voir ce qu'on peut faire ensuite derrière. Par exemple, on avait fait Toyland, donc c'était sur une surface de 100 mètres carrés, je crois que vous l'avez vu au début, où il y a des sièges dynamiques plus une surface de 100 mètres carrés dans laquelle on peut marcher, et on se débrouille toujours à la narration en réalité virtuelle pour changer la fonction des sièges dynamiques qui peuvent revêtir plusieurs appareils, plusieurs véhicules différents. Peut-être explique ce qu'est un siège dynamique. Oui, un siège dynamique, oui. Donc c'est comme un siège avec des vérins dessus. Et donc voilà, si jamais en réalité virtuelle vous penchez à droite, le siège vous poussera sur la droite, vers l'avant, etc. Il peut aussi envoyer des vibrations. Ça nous a servi en tout cas, comme je disais plus tôt, en tout cas pour combattre tout ce qui est motion sickness, cinétose, et aussi immerger pleinement l'utilisateur dans le monde VR. Juste pour finir sur le plane shifting, dans le bal de Paris là, que vous avez vu tout à l'heure là, avec les danseurs, il était utilisé d'une autre façon. Cette fois, c'était plutôt qu'un ascenseur, les joueurs en main rentrent dans un labyrinthe, et en fait, au fur et à mesure, le labyrinthe change de forme à chaque fois, ce qui fait qu'on peut faire tourner les gens en rond pendant une infinité de temps. Ils s'en rendent pas compte, ils sont tellement immergés là-dedans on peut s'en servir autre chose que pour juste de l'ascenseur. Et là, dans le cas d'Ascenders, le plane shifting, ça va être donc beaucoup basé, comme vous le voyez là, sur des nacelles qui sont donc déplaçables à la force des bras, et aussi donc avec les titans qui vont donc offrir leurs mains représentant une moitié de salle, en tout cas. Ils posent leurs mains, on peut marcher dessus, ils nous emmènent, et ensuite on peut continuer notre périple. Et tout ça, à chaque fois, c'est une grosse mécanique, beaucoup de jus de cerveau qui est derrière tout ça pour que tout réussisse à fonctionner, à synchroniser, sans que les gens se disent tout le temps, mais j'arrête pas de... En fait, je reste dans une petite salle, là, comme ça. Donc j'espère que les gens ici, un jour, pourront le tester. Voilà. Donc là, on va passer une vidéo qui vous montre un peu les déplacements qui peuvent être réalisés. Oups. Donc ça, c'est ma superbe 3D. Ça, c'est un truc que je fais très vite fait, vous inquiétez pas, j'en suis conscient. Le petit checker, le damier en bas, c'est ce qui représente la zone de jeu. Et le sort de petit cube qui les entoure, c'est la zone de sécurité. Donc voilà, c'est une manière très rapide de montrer aux équipes, voilà, j'ai envie de faire ça. Vous voyez, j'anime pas très bien, alors qu'en plus je pense qu'il y a plein de gens de l'animation, donc désolé pour ça. Mais voilà, en tout cas, c'était un truc vraiment fait très vite fait pour dire, écoutez, je veux un truc un peu comme ça, où on va être déplacé de main en main, de statue en statue. Voilà, jusqu'à arriver. Donc une fois que ça s'est fait, il y a des gens plus sérieux que moi qui vont ensuite mettre ça sur papier, coucher ça sur papier pour voir si ça fonctionne et tout. Donc voilà, donc ça c'est nos outils de game design, et on peut presque en faire un petit dessin animé. Donc voilà, on voit la première équipe qui a arpenté donc du côté droit la montagne, et ensuite ça va être la deuxième équipe à son tour. Donc voilà, ça nous permet en tout cas de préparer un peu nos trucs. Et voilà, et là ici on a une prévise très rapide, en tout cas de la disposition des titans et quelle taille de main il faut pour que ce titan puisse toucher le rouge, puisse toucher le bleu, et ainsi transporter les joueurs dans le titan suivant. Et donc c'est une technique qu'on utilise donc dans plusieurs de nos productions. Et là, par exemple, vous allez voir le déplacement donc libre de plusieurs équipes, avec notamment l'exemple de notre production SQ Protocol. Donc là, on voit les haptiques en bas, donc les vibrations au sol. Là, il y a du ventilateur et du chauffage.
Et donc là, ça montre donc toutes les zones. En fait, c'est pratiquement un nouveau décor qui est réutilisé. Et là, c'est pour montrer, dans ce cas, dans cette expérience-ci, qu'on peut envoyer 3 équipes pratiquement en même temps pour faire un roulement. Et les équipes ne savent pas qu'il y a une autre équipe à côté. Donc vraiment, on essaie de tout cacher pour donner l'illusion, forcément, que les gens ne s'entrechoquent pas. Tout ça, ça fait partie effectivement de tout ce travail qui est lié à l'immersion. Donc toujours la renforcer au maximum, faire en sorte que ça se rapproche de la réalité, faire en sorte que les gens ne se sentent pas forcément dans un jeu vidéo trop technique, etc. Que tout soit vraiment accessible et simple. Et donc on concourt à pas mal de petites techniques pour justement que toute cette immersion se fasse. Et surtout à des relais en fait très narratifs et donc des émotions. Donc un petit mot quand même sur la vague. Donc c'était un moyen de, toujours dans ce côté recycler les règles de l'escape game, c'était un moyen de changer le timer et de faire un timer peut-être qui met un peu plus la pression. Donc on verra vraiment cette vague s'approcher, on va dire doucement. Enfin, elle est tellement grande qu'elle a l'impression d'approcher doucement et avaler les îles qui sont à sa base. Pareil, comme pour les Titans, ça a été beaucoup de questions de taille, de placement, de vitesse. Au début, moi, je voulais que ce soit juste une vague droite qui avance, mais après, au game design, on s'est rendu compte que ce serait mieux si elle était circulaire. Pour des questions forcément de point de vue et qui inhérent aussi forcément à la réalité virtuelle où on peut regarder un peu partout. Donc voilà, et après le suivant c'était... Et donc forcément avec une vague comme ça, le but est assez clair, hein. Vous n'allez pas aller vers elle, vous allez aller dans l'autre sens. Donc voilà, donc c'était un moyen aussi, donc cette vague, de jouer avec ce décalage entre une île un peu paradisiaque, avec des textures un peu peintes et un peu figées comme ça, et cette vague qui vient ensuite tout détruire et nous mettre la pression aux joueurs, en tout cas, pour aller le plus vite possible. Donc il y avait cet équilibre à trouver entre pression et contemplation qui était à relever. Et donc pour finir, donc les Titans, donc c'est un peu les stars du show. Donc forcément, faut savoir, c'est des sortes de, pour l'histoire, des sortes de gardiens qui vous attendent depuis des millénaires. Ils ont été, on voit qu'il y a des vestiges où ils étaient, on les a emprisonnés. Et donc le fait que l'on arrive en fait les réveille. Et ils vont nous aider, donc, comme je disais, à nous faire avancer avant que la vague n'arrive. Donc il y avait aussi tout un travail sur l'empathie qu'on pourrait avoir pour un géant de pierre. Donc justement, voilà, on a une petite dernière vidéo de Work in Progress exclusive, un peu courte, mais qui vous donnera peut-être une bonne idée de ce à quoi va ressembler le jeu.
Merci. Merci à tous les deux. Avant de laisser les questions aux personnes dans la salle, moi je voudrais juste un petit point sur l'équipe. Backlight, c'est combien de personnes qui travaillent sur ce projet, à peu près? On est quoi à peu près? Après, il y a beaucoup. On va dire que la dev team, on est à peu près, c'est quoi, 5? Ouais, mais en tout, une bonne dizaine. Quand Ah même. oui, en tout. Mais après, c'est. Ouais. Mais moi, je ne compte pas dans la dev team, mais oui, il faudrait entre. Une dizaine de personnes. Une dizaine de personnes. Après, forcément, les postes fluctuent, donc des fois, on a des postes qui en début de prod ne servent plus ensuite. Mais effectivement, dans une moyenne, oui, c'est à peu près ça. Je ne sais pas si on peut mettre un peu de lumière dans la salle. Je suis désolé pour les gens en ligne, mais est-ce qu'il y a des questions déjà dans le public physique, on va dire? Sinon, moi, j'en ai plein. Pas encore. Je voudrais revenir sur les interactions. J'ai eu la chance, moi, de tester vos expériences. Et il y a quelque chose qui me marquait beaucoup, notamment dans Eclipse, c'était le son. Parce que comme on est 2 ou 4 dans l'expérience, il faut qu'on se parle aussi. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui revient ou est-ce que vous travaillez un peu là-dessus? Alors là, pour Ascender, ce qu'on appelle donc la VoIP, donc c'est comment est-ce qu'on peut parler, même si on n'est pas physiquement dans la même pièce avec une personne, mais si on partage le même espace virtuel qu'elle, on peut donc entendre ces personnes. Là, dans Ascender, il y avait tout un travail où, au début, les équipes sont séparées, donc forcément, elles ne peuvent pas communiquer. Ensuite, elles vont se retrouver à quelques dizaines de mètres l'une de l'autre. Donc ici, on aura un travail sur le son, on va rajouter de la reverb, pour vraiment qu'on entende presque qu'un écho, qu'on puisse voir quelqu'un s'égosiller, essayer de nous parler, mais pas y arriver. Et ensuite, une fois qu'on sera réunis, là, on pourra se parler comme si les personnes étaient dans la même pièce. Est-ce qu'il y a des questions? Toujours pas. Je voudrais revenir aussi sur le modèle un peu de distribution, parce que vous avez présenté OSE très rapidement au début. On va peut-être en dire quelques mots, notamment sur les salles qui sont ouvertes ou qui vont ouvrir. Vous avez pris le pari d'ouvrir d'ouvrir vos propres salles à côté de la production de vos contenus, quoi. C'est ça. Et du coup, on a effectivement une salle qui finalement ressemble plus à un parc VR, donc un peu comme si c'était un parc d'attractions, mais qu'avec de la réalité virtuelle dedans, à Las Vegas, avec donc dedans Eclipse dont on vous parle tout à l'heure, mais qui pourra donc accueillir Ascenders comme c'est sur la même installation, c'est l'intérêt, et aussi donc des animations sur siège dynamique dont on vous parlait tout à l'heure, donc des rides, et on va bientôt en ouvrir 2 autres, effectivement, une à Paris et une à Genève. Et vous avez aussi des partenariats pour vos autres contenus avec d'autres salles, Ice Cube Protocol, Toyland, c'est dans d'autres circuits, quoi. C'est ça. Donc, en fait, nous, alors, avant, aux expériences, effectivement, on n'ouvrait pas nos propres salles. On faisait du contenu pour des exploitants de salles. Et donc, on a notamment donc Ice Cube Protocol, qui est à notre sens d'ailleurs, l'expérience idéale pour une première expérience en réalité virtuelle, qui est une expérience très contemplative, narrative, etc., qui est donc disponible chez Cohesio et qui s'axe beaucoup du coup sur la cohésion d'équipe, et Cohesio offrant habituellement une offre dédiée à tout ce qui est cohésion d'équipe, passer un moment de divertissement dans la bonne humeur, ça rentrait parfaitement dans le cadre. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions? Il y a une question devant. Non, on va attendre le micro. Pardon. On m'entend? Ouais. Allô? Oui, on t'entend. Quelles ont été vos inspirations pour les décors, pour un peu tout dans Ascenders? Parce que par exemple, pour les décors de l'île abandonnée, ça me fait beaucoup penser au jeu vidéo Sea of Thieves. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, bien sûr. Alors Sea of Thieves, il est un peu plus cartoon. C'est marrant cette question, parce que moi j'aime beaucoup en tout cas ce type de concept art, et j'avais demandé à mon directeur artistique, je lui ai dit, est-ce que tu peux me faire des couleurs un peu chiantes, voilà, un peu comme un tableau. Alors, je dis pas que les tableaux sont chiants, hein, mais je voulais un truc un peu qu'on sort d'une palette de couleurs, alors que Sea of Thieves, c'est très coloré, c'est très saturé. Il y a
après cette patte, alors moi je suis un grand fan de Monkey Island, je ne sais pas si ça vous parle, voilà, LucasArts, il faut, hein, ça c'est les classiques. Et ça vient, donc c'est une patte assez rigolote. Là où Ascenders, il y avait un côté un peu plus sobre, un peu plus peut-être un peu plus sérieux, mais sinon si pour parler jeux vidéo, c'était très sur il y a un jeu qui s'appelait Vane, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, et qui était tiré des jeux de, comment il s'appelle, The Journey, là, c'est That Game Company, je crois. Ouais, Journey ou des trucs comme ça. Et donc quelqu'un avait fait, allez voir Vane. Il s'est fait défoncer dans les notes, mais il est très très beau. Voilà. Donc ça, c'était une grande influence. Et en termes vous avez eu d'autres influences, comme dans les films, dans les livres ou autres, pour faire... Oui, alors souvent il y a un truc que je fais quand je commence un projet, c'est que je fais donc une mood tape. Et je vais chercher tous les films qui pourraient ressembler en tout cas à tout ça. Donc des fois on tombe sur des films qui sont pas extraordinaires, mais on va juste se servir en tout cas de certains plans. Là, à un moment, je crois que j'avais même le choc des Titans ou un truc comme ça dedans, les nouvelles versions. Voilà. Ah oui, la nouvelle version. De quoi ? Oui, pas le grand, l'ancien. Mais sinon, oui. C'est cool. J'en ai plein, mais là, vous me prenez de court sur la question. J'ai une question pour le public. Qui a déjà testé des expériences en VR ? Je suis désolé pour ceux qui sont en ligne. On a quand même un public pas mal aguerri à ça. Une expérience backlight, non ? Une expérience collaborative à plusieurs. On a un. Moi, j'ai une question peut-être sur l'expérience, votre expérience sur la durée, puisque vous êtes un des studios les plus presque anciens, au bout de 7 ans, dans la VR et dans la VR collaborative en particulier. Comment vous percevez l'évolution du secteur en fait, depuis Eclipse, c'est même peut-être quelque chose que vous avez fait avant jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est plus facile de créer ce projet-là ? Est-ce qu'il y a plus de technologies qui vous aident ? Est-ce que plus de liberté dans la création aussi ? Ou pas ? Allez, non, vas-y. Au niveau de la tendance, du coup, effectivement, on croit beaucoup au divertissement en salle de divertissement, plus qu'à la réalité virtuelle, en tout cas à court terme, plus qu'à la réalité virtuelle à la maison, tout simplement parce que la réalité virtuelle à la maison, ça coûte encore très cher, c'est difficile d'accès, et en plus, ça permet pas autant d'immersion, comme on le disait tout à l'heure, parce que chez soi, on a rarement 100 mètres carrés à exploiter, on peut rarement jouer à plusieurs, et même en termes d'hardware, donc tout ce qui est équipement, on est quand même beaucoup plus limité. Donc en termes de tendance, c'est pour ça d'ailleurs qu'on ouvre des salles, c'est qu'on pense qu'il y a un vrai filon à faire et qu'on a un peu une mission à prendre, qui est d'aller vulgariser et démocratiser la réalité virtuelle et montrer que ça peut être très beau, très bien, et que c'est pas forcément toujours des jeux violents ou des jeux de tir ou des jeux de zombies, qu'on peut vraiment faire plein de choses. Et d'ailleurs, vous avez annoncé, c'est pas un spoiler, que vous avez eu plus de 15 000 entrées en 3 mois, c'est ça ? C'est ça. Ouais. C'est ça, à Las Vegas, pendant le confinement en plus. Donc, je sais pas comment ils ont fait, mais ils l'ont fait. Je crois qu'on approche même le prochain palier. Ouais. En attendant les prochaines salles, est-ce qu'on a peut-être des dernières questions dans la salle ? Non ? Ne soyez pas timide, profitez-en. Il y a 2 questions là. Bonjour. Bonjour. Je me demandais, parce que j'ai l'impression de voir quand même une différence entre, par exemple, ce à quoi va ressembler le jeu à la fin et les concepts du début. Et je me demande, c'est quoi les contraintes, on va dire, pour réussir à faire tourner un jeu en VR ? Quels sacrifices on fait en termes de qualité de décor, du nombre de polys, etc., pour réussir à en faire tourner un ? Mais on en fait plein. Des fois ça fait un peu mal au cœur. Parfois c'est très frustrant. Ouais. Là, pour le coup, la version qu'on a vue, il n'y a pas encore la lumière qui a été faite. Les textures là ont été posées. Là, c'est vraiment un work in progress qu'on a vu là. Mais effectivement, c'est aussi des contraintes. Il y a l'envie au début, et ensuite il y a les contraintes budgétaires, les budgets temporels. Donc, comme dans toute prod, après il faut commencer à arbitrer. Mais en tout cas,
il y a toujours ce target render qui est là en tout cas que les gens peuvent regarder, se dire bon, c'est vers ça que je dois aller quand même. Ça, puis la gourmandise donc de certains. Plus il y a de graphisme poussé, plus c'est lourd, plus il y a d'animation, etc. Donc, en fonction de l'équipement, il y a forcément des contraintes où on teste, où à chaque fois on optimise encore pour que ça rentre et pour que la batterie, par exemple, du sac à dos, parce que donc on a un sac à dos qui sert d'ordinateur, qui permet de se déplacer et donc de ne pas être accroché à un fil. Ça a une batterie quand même assez limitée, donc ça fait partie des contraintes. D'accord, merci. On avait une question derrière aussi. Quelqu'un avait levé la main? Là-bas. Bonjour. Moi j'avais une question, du coup vous avez parlé d'ouvrir des salles du coup à Paris et à Genève. C'est prévu pour quand? Non, ça devrait arriver, mais pour l'instant on ne peut pas le dire. Prochainement. Très prochainement. Very soon. Ultime question. Tout est clair? Oui, une question là-bas. Du coup, merci, bonjour à tous. Du coup, tu as parlé, Jonathan, de l'homme très grand, que tu as imaginé vraiment très très grand. Tu as mentionné, je crois, 1 kilomètre. Et j'aimerais savoir combien il mesure maintenant, s'il te plaît. Alors là, aux dernières nouvelles, et je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais il se situe entre 100 et 150 mètres. Voilà, donc le kilomètre, on m'a dit... Je fais, ouais, bon, tant pis. Bon, ça marche quand même. J'aimerais comprendre pourquoi le 1 km, ça ne marche pas, s'il te plaît. Oui, parce que en fait, donc de sa taille, ça veut dire que s'il est très grand, ça veut dire qu'il a de très longs bras, ça veut dire qu'il a de très grandes mains, et pour tout ce qui était l'effet d'être passé de main en main dans un titan, ça veut dire qu'on se retrouvait avec une surface de main énorme. On avait même pensé à commencer à faire des sortes de petits compartiments comme des ruines, etc., pour réduire la taille de jeu, mais on ne voyait plus rien autour. Donc à chaque fois, c'est juste des contraintes qui s'enchaînent les unes aux autres, et au bout d'un moment, on fait bon, on aura essayé. Là, il fallait en gros que la paume d'un des titans fasse la moitié de la salle dans le monde réel, on va dire, pour qu'il y ait une dynamique de va-et-vient entre les deux. Donc voilà. Et donc, pour bien comprendre, en fait, c'est des contraintes du monde réel qui finalement ont fait que cet homme ne pouvait pas faire 1 kilomètre de haut. Il y a ça c'était une des grandes, mais aussi la taille du titan, allait aussi déterminer la taille de l'île, parce qu'en faisant 1 kilomètre, en faisant un pas, ça y est, il était déjà passé de l'autre côté. Donc il fallait quand même faire ce chemin. Donc s'il était aussi grand, il fallait faire une île gigantesque. Donc voilà, à chaque fois on se dit « Ah, j'avais pas pensé à ça, et c'est vrai, etc. » Et donc voilà, il a beaucoup réduit depuis les premières idées. Merci. De rien. Ultime question, c'est comme vous développez vos propres contenus, vos propres IP, est-ce qu'un Ascenders 2 pourrait être imaginé un jour, ou est-ce qu'il faut trouver le bon scénario en fonction justement des contraintes et de fin? Alors, il y a une fin qui est ouverte. Voilà. La fin est ouverte. Elle ne dit pas forcément qu'il y aura un 2, mais voilà, on a laissé une petite fenêtre. Puis ça dépendra du succès commercial aussi. Il faut voir si nos ambitions et nos envies correspondent aussi à ce qui plaît au public. Très bien, ce sera le mot de la fin. Surveillez l'ouverture des salles OSE autour de chez vous. Merci beaucoup, Élodie. Merci. Jonathan. Et puis, Merci beaucoup. Bon festival.